Privyet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme soviétique, modèle M1935, c'est-à-dire début de la guerre. Avant toute chose, il faut savoir que cette vidéo n'est qu'une base pour vous constituer votre tenue. Rien n'empêche de rajouter d'autres éléments que ce que je vais présenter, ou inversement d'en enlever, d'en mixer. Donc, j'espère que ce sera une invitation pour vous, pour aller chercher vos propres informations, que ce soit dans des bouquins, dans des magazines ou sur internet. Et puis, après, vous pourrez enfin avoir votre propre uniforme, bien à vous, personnalisé. Pour ma part, je ne présenterai que les éléments que je porte sur la tenue que je vais vous présenter, pour vous éviter une vidéo de 2 heures. Après, vous pourrez facilement me contredire avec les photos d'époque en me disant « Mais oui, il y avait ça aussi, t'en as pas parlé, mais il y avait ça, mais pourquoi tu portes ça? C'est pas cohérent !» Non. Avec les photos d'époque, on peut tout dire et on peut rien dire. Tout dire, parce que, ok, si c'est sur les photos, c'est que, historiquement parlant, c'est cohérent, ça veut pas dire pour autant que c'est réglementaire. Et inversement, si on n'a pas de photos, ça veut pas dire que ça n'a jamais existé. Après, du moment que l'équipement en lui-même est daté d'avant l'époque qu'on va reconstituer, normalement ça peut passer. Vous pourrez retrouver dans la description le lien de toutes les parties de la vidéo qui constituent en fait la kit list de la tenue. Comme je l'ai fait pour mon uniforme de Rangers, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description pour ma précédente vidéo, et ben j'ai choisi un régiment et une division. Parce que après, rien ne rattache l'équipement que je porte précisément à ces caractéristiques-là. C'est juste que j'ai choisi ça pour l'historique, en fait, pour avoir un historique de la tenue, de l'unité, tout ça. Je fais donc partie de la 13e division de fusiliers de la garde, qui fait lui-même partie du 39e régiment des fusiliers de la garde. Pourquoi cette division? Parce qu'elle a participé à de nombreuses batailles, entre autres Barbarossa, Kharkov, Stalingrad, Kursk. Ils ont ensuite participé à la libération de l'Ukraine, et ensuite à l'opération Bagration, puis la bataille sur l'Elbe, et enfin Berlin. Avant d'être la 13e division de fusiliers de la garde, elle est en fait la 87e division de fusiliers, tout court, et cette division-là s'est distinguée pendant la guerre d'hiver en Finlande. Donc la distinction, c'était de réorganiser cette division et de la nommer en tant que fusilier de la garde. Et cet upgrade, entre guillemets, a été fait le 19 janvier 1942. Petit focus sur la bataille de Stalingrad, la 13e division de fusiliers de la garde est arrivée à Stalingrad le 15 septembre, juste avant une grande offensive qui a commencé par la traversée de la Volga. On peut d'ailleurs retrouver un petit peu cette scène dans le film Stalingrad, ou Enemy at the Gate de Jean-Jacques Hano. Et donc ils sont arrivés avec 10 000 hommes. 5 mois plus tard, il n'en restait que 300. Ce qui fait un taux de perte à 97%. Pour nous, occidentaux, ça paraît énorme, mais à l'époque, c'était normal. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Durant la bataille de Stalingrad, l'espérance de vie moyenne d'un soldat soviétique était de 48 heures. À peine débarqué, au bout de 2 jours, il mourait. Je vous présente maintenant une tenue M35, donc qui sera utilisée du début de la guerre jusqu'en 1943 environ. On pourrait penser que la tenue que je porte est celle d'un commissaire politique. Eh bien non, je porte la tenue d'un sous-officier de l'infanterie, tout ce qu'il y a de plus classique. La Gimnastirka M35 est une évolution du modèle de 1924, les grades ayant été réintroduits sur les pattes de colle. Elle dispose de 2 poches sur la poitrine qui serviront à transporter du petit matériel, tel que des papiers ou un portefeuille. Vous voyez actuellement la version été pour l'infanterie, car il existe également une version hiver, ainsi que des versions pour officiers, hiver et été. Les pattes de colle présentées ici sont sur fond bordeaux, liseré noir, qui correspond à l'infanterie. Les 3 triangles correspondent au grade de Senior Sergeant, ou sergent-chef en français, et l'insigne comportant une cible croisée de 2 fusils montre que je suis rattaché au fusilier. Chaque soldat disposait d'un livret militaire permettant de savoir toutes ces informations essentielles, ainsi que ses affectations, médailles et perceptions d'équipement. On y verra également l'historique de ses blessures. C'est l'équivalent du Soldbuch que nous pourrons retrouver du côté allemand.
A noter qu'il faut également ajouter une photo sur la première page, ce qui est maintenant fait depuis le tournage de cette vidéo. La photo doit être faite de face et sans coiffure. Pour la coiffure, il y a beaucoup de choix, et j'ai choisi de porter une casquette pour l'infanterie modèle 1936. Elle est spécifique infanterie, car a un bandeau et un liseré bordeaux, donc de la même couleur que les pattes de colle. On y ajoutera une étoile rouge émaillée 1936 sur l'avant, et elle a d'origine un cerclage en acier à l'intérieur pour garder sa forme. Le pantalon M1935 vient avec la Gimnasiolka M35. Ce pantalon a des renforts aux genoux pour éviter de s'abîmer trop vite. On a également un lacet de serrage sur le bas des manches du pantalon pour plus facilement les rentrer soit dans les bottes ou alors fixer les bandes moltières. On voit ici une copie chinoise qui est perdue de sa couleur juste après le premier lavage, alors que la vareuse M35 vient de Biélorussie et vieillit très bien. Les brodequins appelés Lobwitz en anglais sont ici des brodequins allemands, mais il est très difficile de pouvoir trouver des brodequins soviétiques, autant en copie qu'en originaux, car les bottes étaient plus pratiques à porter, donc préférées. Mais les brodequins et bandes moltières étaient beaucoup plus économiques à produire et permettaient une meilleure mobilité dans les environnements rudes, tels que la boue ou la neige, les bottes restant systématiquement coincées du fait de l'absence de lacets. J'ai choisi de porter des brodequins allemands car ils correspondent au profil type des brodequins dans l'époque, cloutés et ferrés. Mais vous pourrez tout aussi bien choisir des brodequins du type US avec des semelles caoutchouc, plus pratiques en bâtiment. On peut retrouver ce genre de configuration sur l'acteur Jude Law dans le film Stalingrad. Il vous faudra beaucoup d'entraînement pour mettre les bandes moltières avec succès, et surtout pour qu'elles tiennent plus de 10 minutes une fois mises en place. La gourde fait partie de l'équipement indispensable du soldat. J'ai choisi de prendre une housse en bandoulière, de façon à pouvoir garder la gourde indépendante du reste de l'équipement, elle n'est donc pas rattachée au ceinturon. La gourde soviétique seconde guerre peut être en verre ou en métal, et si tel était le cas, elle doit être de couleur alu, la couleur verte n'étant apparue qu'après-guerre. J'ai donc pris une gourde postoir et je l'ai poncée. On remarquera un marquage à l'intérieur de la housse, ainsi qu'un lacet de serrage pour maintenir le bidon à l'intérieur. Nous ajoutons ensuite le ceinturon garni de nombreux accessoires que nous allons voir en détail. On remarquera que j'ai placé le ceinturon par-dessus la gourde pour éviter qu'elle ne vienne vous embêter lors de vos mouvements, quand par exemple vous vous penchez en avant. Le porte-chargeur de ce type était conçu pour les chargeurs courbes de PPSH 41 ou PPS 43 qui peuvent contenir 35 cartouches. Étant sous-officier, je peux porter un revolver en plus de mon arme principale. Sur l'avant du holster, nous pourrons retrouver un petit compartiment pouvant accueillir 14 cartouches supplémentaires, de quoi en fait alimenter 2 barillet. C'est ici un Nagant M1895 de la marque Gun Even, donc en version Airsoft. Cela permet d'avoir un backup en cas de pépin, avec la réplique principale par exemple, ou pour un scénario précis. Vous pourrez retrouver le lien de la revue dans la description. On rangera la tige de nettoyage sur le côté du holster, et il est normal qu'elle ne soit pas compatible avec le modèle Airsoft, elle fait plus de 6 mm de diamètre. L'étui étant une copie neuve, elle a encore un petit peu de mal à être manipulée, le cuir étant robuste et épais. C'est pour ça que vous me voyez galérer. Bien sûr, nous avons besoin d'un ceinturon pour soutenir tout cet équipement. Le porte-chargeur de PPSH 41 permet de contenir un chargeur camembert de PPSH. Le chargeur camembert peut contenir 71 cartouches. L'emport classique du soldat était donc de 176 cartouches. 3 x 35 plus 1 x 71. En effet, les chargeurs courbes étaient plus faciles à manipuler. Cette cartouchière supplémentaire permet de transporter soit des clips de Mosin Nagant, ou des sparklets de CO2 pour le Nagant, ou comme ici une grenade F1. Ne mettez pas de cartouches de Nagant ou vous pourriez les perdre. La grenade F1 est une grenade défensive à fragmentation qui s'inspire de la grenade française F1 modèle 1915. Son petit surnom est Limanka, qui est un diminutif de citron. Son rayon d'action est de 30 mètres, mais des fragments peuvent arriver jusqu'à 200 mètres du point de l'explosion. Cette housse permet de transporter le masque à gaz modèle SM-1 utilisé par les soviétiques pendant la Seconde Guerre. Elle est dotée d'une petite sangle en toile qui permet de fixer la housse autour de la taille, mais à moins de s'embêter à faire un nœud, ça ne sert à rien et ça gêne plus qu'autre chose. Ce masque à gaz est composé de 3 parties, le masque, le tuyau et la cartouche. A noter qu'avant toute utilisation, il conviendra d'enlever le bouchon de la cartouche. Il y a déjà eu des morts à cause de ça. Il est facile de trouver des masques à gaz soviétiques, ceux-ci étant été produits pendant très longtemps après la fin de la guerre. On retrouve encore de nombreux modèles des pays de l'Est vendus comme neufs de stock. Le masque à gaz SHM41M que je porte ici est un dérivé du modèle SM1.
et est donc celui qui ressemble le plus à celui porté par les troupes soviétiques pendant la Seconde Guerre, le modèle moderne ayant été développé dans les années 60. Je me permets de le porter sans risque car je l'ai volontairement neutralisé, ignorant le contenu exact de la cartouche. J'ai donc pas spécialement envie d'avoir un cancer du poumon ou une sorte de saloperie. J'ai donc fait un trou sur la partie supérieure de la cartouche, de manière à pouvoir faire rentrer de l'air frais par le tube. Par conséquent, si je bouge cet orifice, cela... c'est mal... se passer. Pour neutraliser la cartouche, je l'ai vidé au maximum de son charbon et j'ai bouché au maximum avec du plâtre. De cette manière, je protège mes poumons, ce masque n'ayant aucune vocation à servir réellement contre des gaz. Avouez que ça donne un look d'enfer, mesdemoiselles, je ne pourrais satisfaire tout le monde, je prendrai donc que les plus jolis d'entre vous. Pour finir, on va rajouter l'arme ou la réplique dans le cas présent, avec la PPSH 41, ici de la marque Ares. Vous pourrez retrouver également le lien de la vidéo dans la description. Voici donc le résultat final une fois tout l'équipement porté. Nous commençons par le pantalon M1935 muni de ses liens de fixation en mollet ainsi que de renfort au genou. On remarquera une fermeture par bouton ainsi qu'avec un crochet métallique. Il s'agit ici d'une fabrication chinoise passée seulement 2 fois à la machine à laver. Je vous laisse donc juge de la qualité du pantalon. Nous avons ensuite les brodequins avec les bandes moltières. Les brodequins sont des copies de brodequins allemands, tandis que les bandes moltières sont des copies de fabrication chinoise, probablement du même fabricant que le pantalon. La varre soviétique Gimnastielka modèle 1935, 2 poches à l'avant avec le carré militaire glissé dans l'une d'entre elles, des pattes de colle de senior sergent de l'infanterie fixées au col qui doit être refermé par un petit crochet métallique. La casquette destinée à l'infanterie modèle 1936, utilisée par les officiers et sous-officiers. Attention, voir une casquette de ce type ne veut pas dire que vous êtes forcément face à un commissaire politique. La gourde avec son étui en bandoulière, gourde qui doit être de couleur aluminium. L'étui en bandoulière permet de garder indépendante la gourde du brelage. Ce type d'étui était d'ailleurs très apprécié des infirmiers qui pouvaient donner de l'eau facilement sans avoir à bidouiller sur leur brelage. Voici une vue complète de tous les équipements accrochés au ceinturon en cuir. Attention, il y a un ordre à respecter, la boucle servant de butée. Le porte-chargeur pour chargeur tambour de PPSH 41, la cartouchière supplémentaire avec les grenades F1, le ceinturon de cuir, le holster M1932, le Nagant M1895 et le porte-chargeur pour chargeur courbe de PPSH 41 ou PPS 43. Par-dessus, nous complétons avec le masque à gaz SM1 rangé dans son étui. C'est ici une copie modèle après-guerre, plus facile à trouver, dénommée SHM 41M. Et nous finissons avec la PPSH 41 de la marque Ares. A nouveau, vous pourrez retrouver le lien de la revue complète dans la description. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager, à mettre un pouce vers le ciel, et puis, pourquoi pas, à commenter. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo. Salut! Das Vitania! Za Radinu! Za Stalina! Ura!